Le général de brigade Antoine Balakidra est le nouveau commandant en chef de la garde républicaine. Ce mercredi, il a été installé dans ses nouvelles fonctions. Le dossier de ce journal est consacré à la santé, la modernisation des infrastructures, l'accès équitable aux soins, l'offre médicale, la qualité du service de santé. Nous ferons un état des lieux du secteur santé au Gabon. Et toujours en santé, lutte contre le VIH-Sida, l'ouverture de la campagne de sensibilisation contre le VIH-Sida dans les établissements scolaires a eu lieu ce mercredi. L'initiative de la Direction générale de prévention Sida a pour objectif réduire le nombre de jeunes infectés par le virus. Bienvenue à tous sur Gabon Première, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée que nous ouvrons avec cette audience du président de la République accordée à un émissaire spécial du président zambien, une rencontre placée sous le sceau de la coopération bilatérale entre Libreville et Lusaka. Communication présidentielle pour le compte rendu. L'honorable Enoch Kavindele, ancien vice-président de la République de Zambie au cabinet du président de la République. Envoyé spécial du président zambien Hakainde Hichilema est porteur d'un message personnel de ce dernier. L'émissaire est venu transmettre les chaleureuses félicitations du chef de l'État zambien à Brice Clotaire Oligingema pour sa brillante élection à la magistrature suprême. Je suis porteur d'un message de félicitations à l'endroit du président Brice Clotaire Oligingema après son plébiscite par le peuple gabonais. Cette visite a également été l'occasion pour l'émissaire zambien de réaffirmer l'attachement de Lusaka au renforcement des liens d'amitié, de coopération et de solidarité entre le Gabon et la Zambie. Une fois le président de la République sera bien installé, nous l'invitons à envisager une visite en Zambie, parce que nous voudrions le voir. Libreville et Lusaka entendent jouer un rôle moteur dans la promotion de la paix, du développement durable et de l'intégration régionale. On poursuit ce journal avec cette cérémonie de passation de charge. Le général de brigade Antoine Balakidra a été installé dans ses nouvelles fonctions ce mercredi. Il est le nouveau commandant en chef de la garde républicaine, corps d'armée dirigé par le président de la République en sa qualité de chef suprême des armées. Bienvenue Minko Barthelboas. Sous un ciel dégagé, l'esplanade de la mosquée Hassan II abrite la passation de commandement à la tête de la garde républicaine. La cérémonie est dirigée par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement et chef suprême des forces de défense et de sécurité. Elle symbolise la continuité de l'autorité, de la mission et des traditions qui font la force et l'honneur de ce corps d'élite. Précédemment, commandant en chef en second de la garde républicaine, le général de brigade Antoine Balakidra, qui reçoit ainsi symboliquement les attributs de commandement, officialise sa nomination en qualité de commandant en chef de ce corps d'élite. Officiers, sous-officiers, militaires du rang de la garde républicaine, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le général de brigade, Antoine Balakidra, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Gabon. Fermez le banc. L'acte de serment prononcé par le promu ce jour incarne bien le respect de la hiérarchie, de la discipline militaire et de l'engagement envers la nation.
Je jure de défendre la patrie et l'état de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charte. À travers cette promotion, le général de brigade Antoine Balakidra reçoit un hommage appuyé du président de la République pour le travail accompli au service de la garde républicaine. Né le 19 mai 1970 à Akeni dans le Haut-Ogooué, le nouveau commandant en chef de la GR est un militaire dans l'âme. Diplômé de l'enseignement militaire supérieur, l'homme au parcours riche d'expérience reçoit ce jour la récompense de son leadership, de sa rigueur et de son sens du devoir. Des qualités qui ont contribué à maintenir le niveau d'excellence opérationnelle de la GR durant la période de transition. La cérémonie sobre a été ponctuée par une parade militaire, témoignage du professionnalisme et de la discipline qui caractérise ce corps d'élite de l'armée gabonaise. Inauguration ce matin du marché d'Akanda par le chef de l'État, le président de la République. Le marché d'Akanda n'est pas seulement un bâtiment, il est le reflet d'un nouvel élan, un espace de vie, d'échange et un symbole de la reconnaissance des femmes commerçantes comme actrices centrales du développement local. Sur place, retrouvons Léa Virginie Atam pour plus de détails. Elle nous plante le décor de cette cérémonie d'inauguration. C'est dans une atmosphère de réjouissance et d'espoir que les habitants d'Akanda ont assisté ce matin à l'inauguration de leur nouveau marché, un marché moderne qui répond aux standards internationaux, notamment avec une structure sanitaire à l'intérieur. L'architecture Eva Raissa Aingon est chers téléspectateurs et sous vos yeux. Le temps pour moi comme ça de prendre quelques réactions à chaud, notamment les commerçantes qui sont les premières bénéficiaires de cette infrastructure moderne. On y va, le temps de prendre. Nous sommes dans la joie, vous voyez comment nous sommes là, vraiment, on est animés d'une joie vraiment que je ne peux pas vous expliquer. Moi qui n'avais pas l'habitude de chanter et louer, mais j'ai lu. Je suis contente de mon fils. C'est mon fils, le président de la République. Je l'aime. Que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu le bénisse abondamment. De ce qu'il nous a fait là. Regarde, j'ai maintenant une table en face de moi. Quelque chose que je n'ai jamais fait. Mais me voilà maintenant, aujourd'hui, là, je vais vendre. Alors, je suis très contente. Ce marché est un véritable symbole de reconnaissance pour ces commerçantes. Comme vous avez pu le voir, elles sont en grand nombre sur ces étals. Aujourd'hui, elles se sont exprimées leur reconnaissance auprès du chef de l'État qui, malgré son agenda chargé, a pris part à cette cérémonie accompagnée de plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre de l'Industrie, du Commerce et des PME. Nous vous donnerons un peu plus d'informations au cours de nos prochaines éditions d'information depuis Akanda pour le compte de Gabon Première, Léa Virginie Atam et Mohamed Sito. Merci Léa Virginie Atam. Nous y reviendrons effectivement au cours de nos prochaines éditions d'information. Ce mercredi, le premier conseil interministériel du gouvernement de la Ve République s'est tenu sous la présidence du vice-président du gouvernement Alexandre Barrot-Chambrier. Le conseil a examiné 34 projets de texte visant l'amélioration des conditions des populations. Patrick Simangoy, Rodrigue Simangoy, Sarazan pour le compte-rendu. L'arrivée d'Alexandre Barrot-Chambrier ici à l'immeuble du Conseil interministériel a donné le temps des travaux de ce premier Conseil interministériel du gouvernement de la Ve République sous la présidence du vice-président du gouvernement. Cette première rencontre du genre a d'abord permis à Barrot-Chambrier et son équipe d'élaborer des plans d'action ministériels sur la base du plan national de développement tiré du projet de société du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, de préparer le séminaire gouvernemental dont la date sera fixée sous peu. Le nouveau gouvernement de la Ve République, sous la coordination d'Alexandre Barrot-Chambrier, a examiné ce mercredi 14 mai 2025 34 projets de textes législatifs et réglementaires, dont 33 projets de décret et un projet de loi. Les 34 projets de texte touchent à l'organisation des services du vice-président du gouvernement, aux attributions des membres du gouvernement,
aux emplois civils et de souveraineté de l'État, à la procédure de nomination en Conseil des ministres, à la composition des cabinets ministériels, à la réorganisation du secrétariat général du gouvernement, entre autres. Le Conseil interministériel a aussi examiné ce jour plusieurs communications relatives au projet de construction de la base de vulgarisation des techniques agricoles de Kango, au projet de distribution du matériel et équipements agricoles, de réouverture de l'École nationale du développement rural d'OIM et l'organisation du concours d'entrée à l'NDR année scolaire 2025-2026. Sachez que le gouvernement formé le 8 mai dernier par Brice Clotaire Oligui Nguema n'a pas d'état de grâce afin que son action cadre avec la vision du chef de l'État. Un délai d'1 mois a été donné aux différents départements ministériels pour transmettre à la présidence un état des lieux structuré de chaque secteur. Les priorités du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, étant centrées sur l'amélioration des conditions de vie des Gabonaises et des Gabonais. Autre activité du vice-président du gouvernement ce mercredi, il s'agit de l'audience accordée au directeur général de la Banque de développement Shelter Afrique. Au centre des échanges, la question du logement décent et abordable. Balbin Tam, on va Francis Ifunda. Cette rencontre a permis de poser les bases d'une coopération fructueuse. Avant les élections, nous avions signé un partenariat avec la SNI déjà et aujourd'hui nous sommes en phase de mise en œuvre de ce partenariat avec déjà la mise en place des comités techniques de travail des deux côtés, côté Shelter Afrique et côté SNI. Et ensuite, nous avons entamé aussi des discussions pour la mise en place éventuelle d'une caisse de refinancement hypothécaire qui va refinancer les banques à long terme pour que les banques financent l'accès au crédit hypothécaire à long terme pour les ménages à plus faible revenu. Les discussions ont également porté sur les moyens de renforcer le partenariat entre le Gabon et Shelter Afrique afin d'accélérer le développement du secteur de l'habitat. Notre objectif, c'est de commencer les discussions techniques pour la mise en place de ce type de structure qui permet aux banques d'avoir des ressources longues à travers des institutions comme la nôtre, Shelter Afrique, et d'autres bailleurs de fonds multilatéraux, mais aussi à travers les marchés de capitaux, puisque nous savons tous que le secteur de l'habitat est le secteur qui booste vraiment les marchés de capitaux dans beaucoup de pays qui sont développés sur la base des marchés de capitaux, et aussi la création d'emplois qui est extrêmement importante pour des pays comme le Gabon et d'autres pays africains. Et le secteur de l'habitat crée de l'emploi et contribue à la croissance du PIB des pays à travers toute la chaîne de valeur de la construction et de l'habitat. Le vice-président du gouvernement a exprimé sa gratitude envers ce groupe. Barreau Chambrier a rappelé que l'accès à un logement décent est un droit fondamental et une priorité pour le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Poursuite ce jeudi à Libreville de la 57e conférence annuelle du réseau Habitat et Francophonie. Un rendez-vous important autour des enjeux du logement dans l'espace francophone. Et pour en parler, retrouvons Béni Evaka. Bonjour Béni, quelles sont les grandes lignes de cette rencontre ? Bonjour Eva, oui, depuis hier, Libreville est le point de convergence de plusieurs délégations venues d'Afrique, d'Europe et du Canada pour prendre part à la 57e conférence annuelle du réseau Habitat et Francophonie sous le thème « Booster le financement du logement abordable ». Il s'agit entre autres ici de trouver des solutions concrètes pour rendre le logement plus accessible, plus durable et plus inclusif. D'ailleurs, nous allons nous rapprocher de M. Nourdine qui nous vient tout droit du Maroc. Il est chargé de mission auprès du directoire du groupe Al-Omran. Monsieur Nourdine, bonjour.
Bonjour. Alors vous prenez part à cette 57e conférence annuelle ici à Libreville. Comment trouvez-vous l'organisation? Merci beaucoup. Permettez-moi de remercier les organisateurs pour l'invitation, remercier chaleureusement nos frères gabonais pour la qualité de l'organisation. Je suis honoré aujourd'hui de représenter le président du holding marocain Al Omran pour partager avec vous non seulement les enjeux de la crise du logement abordable ou du financement du logement abordable, mais également les leviers, les stratégies que nous avons mis en place pour y répondre. Justement, le levier stratégique que vous avez mis en place, peut-être revenir sur ce modèle marocain tant attendu et d'ailleurs tant apprécié par d'autres pays de l'espace francophone. Le Maroc, comme vous le savez, comme plusieurs pays dans le monde, fait face à une situation aux multiples facettes. Urbanisation galopante, pouvoir d'achat en berne, rareté du foncier, un mécanisme de financement en évolution. C'est une équation qui me semble parfois insoluble, surtout quand on parle de logement abordable, on parle de dignité, on parle d'espoir, on parle d'un socle essentiel pour bâtir une vie décente. D'ailleurs, dans la zone francophone, plusieurs familles attendent toujours ce point d'ancrage fondamental qui est le logement abordable. Face à cette situation, le Maroc a mis en place une stratégie multidimensionnelle allant de la mobilisation du foncier public, et ça c'est un point très important dans la solution de cette équation, à la mise en place des mécanismes de financement et de refinancement et de garantie de crédit innovants, passant par des programmes ciblés tels que le programme à 14 000 $, le programme à 25 000 $ et le dernier programme, le nouveau programme d'aide au logement initié par Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et c'est un programme qui s'étale sur une période de 4 ans, 2024-2025. Ces initiatives portées par une vision claire et un portage institutionnel à très haut niveau, avec des partenariats structurés, ont permis de réaliser des réalisations et des résultats tangibles en matière de réduction du déficit en logement, en matière d'amélioration de l'accessibilité financière, surtout de promouvoir un urbanisme inclusif. Merci Monsieur Nourdine. On va peut-être revenir vers vous quand il s'agira justement des conclusions. Voilà, encore quelques heures à passer avant justement la clôture de ce grand rendez-vous intercontinental, réunissant, je le rappelle, une vingtaine de pays francophones. Il faut également souligner qu'au-delà de l'aspect technique, cette conférence se veut aussi une plateforme politique, car les participants espèrent aboutir à une déclaration commune pour renforcer l'accès au logement dans les pays francophones. Et donc vous suivrez les conclusions dans nos prochaines éditions d'information de cette conférence annuelle ici à Libreville. Merci Béni. Cette actualité sera développée dans nos éditions d'information du soir. Et pour la suite, cette visite du président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite du Mali à la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite du Gabon ce mercredi, le Mali est venu s'enquérir de l'expérience gabonaise dans cette lutte qui leur est commune. Daniel Bouka, Prestine Guayman pour les détails. Le Gabon a élaboré un document de stratégie pour la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent et une loi spécifique instituant un régime de prévention et de répression de l'enrichissement illicite qui permet d'instaurer une culture de transparence et d'intégrité. Une organisation qui a sans doute suscité l'intérêt de la République du Mali qui, via le président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, est venu s'enquérir de l'expérience nationale. Nous aimerions apporter notre modeste contribution à cet élan de l'histoire, à ce pan de l'histoire à notre échelle. Nous souhaiterions nous enrichir l'influence gabonaise pour engranger davantage de résultats. Parce qu'en réalité, la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite du Gabon a fortement inspiré la création, la structuration et le fonctionnement de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Une visite perçue par son hôte comme le signe de la richesse du dialogue entre les deux États. Nos deux pays ont une histoire qui a engendré des échanges sur tous les plans économiques, sociaux, politiques et culturels. Elle souligne assurément l'excellence de la coopération entre nos deux États et institutions homologues. Étant au service de la justice, ces deux institutions s'engagent à hisser leurs États aux meilleures places dans le classement africain, voire mondial.
Ouvrons à présent le dossier de ce journal. Quelle place occupe la santé aujourd'hui dans les priorités de l'État gabonais? Modernisation des infrastructures, accès équitable aux soins, renforcement de la formation. Les plus hautes autorités entendent répondre à une exigence forte des populations. Élément de réponse dans ce reportage de Mirande Angui. Dans un climat empreint d'espoir, les attentes des populations sont immenses. Parmi celles-ci, la santé occupe une place centrale et constitue une priorité affirmée par les autorités. Un engagement clair en faveur du bien-être des Gabonais. Cette volonté politique répond à une double exigence. D'une part, améliorer les indicateurs de santé du pays et d'autre part, garantir un accès équitable et de qualité aux soins pour tous. Face aux défis actuels, le président de la République, alors candidat à l'élection présidentielle du 12 avril dernier, exprimait dans son projet de société l'ambition de transformer durablement le secteur de la santé. J'estime nécessaire d'investir dans une politique sanitaire décentralisée avec des centres de santé de base correctement financés et dotés de moyens suffisants, afin que nul ne soit privé d'un accompagnement médical adéquat où qu'il se trouve sur nos territoires. Lors du tout premier Conseil des ministres de la Ve République, tenu le 8 mai dernier, le chef de l'État a rappelé que ce nouveau chapitre sera celui de l'amélioration des conditions de vie des populations, avec en ligne de mire un système de santé souverain, accessible et performant. Une déclaration qui pose les bases d'un projet ambitieux, réhabiliter les infrastructures de qualité sur l'ensemble du territoire pour répondre efficacement aux besoins actuels et anticiper les enjeux futurs de santé publique. L'ambition du Gabon à se doter d'un système de santé résilient nécessite des ajustements aussi bien sur la disponibilité du personnel spécialisé que sur les plateaux techniques. Enrico Zaz-Kambila et Varis Ondoutou nous en disent plus à ce sujet. 77 structures sanitaires publiques constituent la cartographie nationale des infrastructures de santé sur l'ensemble du territoire national, dont 4 centres hospitaliers universitaires, 8 hôpitaux régionaux, 15 centres de santé urbains et 50 hôpitaux départementaux destinés à prendre soin au quotidien des populations gabonaises. Ces structures sanitaires sont équipées en personnel et en matériel dans la perspective de rendre le système de santé efficient. Un effort non négligeable de l'État à disposer des structures à mesure de parer à toute éventualité pour le bien-être des populations. Le nombre et la qualité des interventions réalisables sur le plan national témoignent de la qualité des équipements et du personnel disponible dans différentes structures. Les cas d'évacuation vers l'étranger aujourd'hui ne concernent que les cas critiques d'accidents vasculaires et cérébrales, neurologie et de traumatologie. Des évacuations qui ne sont toujours pas liées à l'absence des plateaux techniques adéquats, mais aussi d'un déficit quantitatif d'un personnel spécialisé. La dotation des structures publiques en imagerie par résonance magnétique est à compter parmi les efforts supplémentaires à faire pour un écosystème résilient, en plus de l'effectivité d'attribution de 15% du budget national au pôle santé, tel que prévu par les conventions internationales de l'Organisation mondiale de la santé. La mise à disposition d'un plan national de développement du secteur santé par l'actuel gouvernement traduit des perspectives meilleures sur la qualité du service qui garantira la bonne santé des populations pour mieux participer aux efforts de développement engagés. La qualité du service de santé proposé aux populations n'est pas toujours satisfaisante face à des infrastructures médicales insuffisantes et un personnel parfois débordé. De nombreux patients n'ont d'autre choix que l'exil médical, une réalité qui met en lumière les défis du système de santé et l'urgence d'agir pour offrir des soins de qualité à tous. Martina Dametule, Évariste Ndoutoum pour les détails. Chaque année, des milliers de patients quittent leur pays à la recherche des soins adaptés. Et pour cause, un système de santé local fragilisé par le manque de personnel qualifié. Jonas Léou, par exemple, a dû faire recours à la Tunisie pour espérer avoir une santé meilleure. Après ma circoncision, je suis tombé malade. Ça a commencé comme, on m'avait versé de l'eau chaude au corps. Donc ça m'a brûlé tout le corps et ça a attaqué les yeux. Jusqu'à ce que l'œil s'est fermé complètement. J'ai croisé le docteur Mouinga et il m'avait demandé de monter chez Libreville pour faire les papiers, pour aller à une évacuation sanitaire. Dans certains établissements sanitaires, le manque de spécialistes et de matériel médical compromet la prise en charge des patients.
Face à cette réalité, de nombreuses familles n'ont d'autre choix que de s'exiler, ce malgré les coûts exorbitants. Il y a eu tellement de difficultés. D'abord, pour avoir le passeport, c'était vraiment compliqué. On m'avait demandé de faire le NIP et on m'avait demandé d'établir la Tangès. Maintenant, pour établir la Tangès, c'était très pénible pour moi. C'était tellement compliqué. Parce que le problème qui envoie les gens à l'étranger, ce sont nos plateaux techniques. Nous n'avons pas de plateaux techniques. Et si on pouvait renforcer nos hôpitaux pour pouvoir traiter ça ici, et ça va permettre à ce que l'on puisse, pour que l'économie du pays soit toujours là. Parce que c'est vraiment trop d'argent. Alors que certains pays investissent dans la formation et l'équipement médical, d'autres peinent à retenir leurs talents. Améliorer la qualité des soins est désormais une priorité pour stopper cet exode médical. Nous sommes le 15 mai, journée internationale des familles instituée par les Nations Unies pour rappeler le rôle fondamental que joue la cellule familiale dans la construction des sociétés. À cette occasion, le ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance a livré un message suivant un extrait de son allocution au micro de Sage Boussougou Matumba et Gérard Ifundi. Aujourd'hui, le 15 mai 2025, nous célébrons, à l'instar de la communauté internationale, la Journée internationale des familles. C'est une journée qui permet de reconnaître l'importance cruciale des familles dans nos sociétés et dans nos vies. C'est une journée de réflexion sur le sens de la famille pour nous et pour réaffirmer notre engagement à soutenir et à renforcer les familles de toute forme et de toute origine. Proclamée en 1993 par l'Assemblée générale des Nations unies, dans sa résolution A-RES-47-237 du 20 septembre 1993, cette journée avait été célébrée pour la première fois en 1994. Sa commémoration aujourd'hui nous permet de mettre en lumière la famille comme premier cercle de vie. C'est là où nous apprenons, où nous grandissons, où nous sommes aimés et soutenus. La famille est un refuge, un lieu de réconfort et de sécurité dans un monde en constante évolution. Elle nous transmet des valeurs, des traditions et un sentiment d'appartenance. Retrouvons Nathalie Oquet qui est précisément au Salon des métiers, la 3e édition, Salon des métiers de l'enseignement technique sous le thème l'enseignement technique et professionnel face aux défis de l'accélération de la croissance économique au Gabon. Bonjour Nathalie Oquet, comment se déroule cette première journée, Nathalie? Oui, Eva Raïssa Ayingon-Eban, nous sommes effectivement ici à l'esplanade de l'Institut de l'économie et des finances, site où se tiennent depuis ce matin les activités. Ce sont les élèves de classe de 3e, de seconde et de première qui ont effectué le déplacement sur ce site afin de participer à ces activités pour leur orientation et pour leur avenir. L'objectif de ce 3e salon, c'est de présenter les métiers qui découlent de l'enseignement technique. Vous voyez, donc les métiers qui découlent de l'enseignement technique. Lorsqu'un enfant, l'enfant qui veut par exemple intégrer l'enseignement technique, il doit savoir dans quel cycle de formation je dois m'orienter. Eva Raïssa Ingon, nous y reviendrons en force et en détail au cours de notre prochaine édition d'information de 20h. Merci Nathalie Oquet. Vous aurez les détails de cette actualité dans nos éditions du soir. L'ouverture de la campagne de sensibilisation contre le VIH-Sida dans les établissements secondaires a eu lieu hier, un événement organisé par la Direction générale de la prévention Sida. On en parle avec Daniel Bouka et Jessica Nkontoutoum.
380 enfants et adolescents sont affectés par le VIH-Sida, selon le récent rapport du Centre de traitement ambulatoire. Outre la contamination de parents à enfants, la jeunesse est souvent sujette à celle par voie sexuelle. Cette sensibilisation de proximité vise donc à faire baisser la tendance. Nous sommes là pour inciter ces jeunes à acquérir des nouvelles connaissances en matière de VIH-Sida et surtout leur apprendre à adopter des comportements responsables. 7000, c'est le nombre de jeunes qu'on veut atteindre à travers cette campagne. Le niveau de connaissance en matière de VIH-Sida est vraiment en deçà des espérances. C'est pourquoi on intensifie la riposte contre le VIH-Sida au niveau de la population générale et en particulier chez les jeunes. Salle par salle, ces agents s'activent pour édifier au mieux cette frange de la population qui parfois manifeste des attitudes frôlant l'inconscience d'un meilleur avenir. Compte tenu de la sensibilisation du jour, que les différents modes de prévention contre le VIH-Sida, notamment premièrement l'utilisation des objets souillés, la transmission qui se fait de mère à l'enfant. Sachant qu'une personne est atteinte du VIH-Sida, nous ne devons pas mettre cette personne à l'écart. Ils nous ont parlé des IMST, des IST. MST, maladie sexuellement transmissible, et IST, infection sexuellement transmissible. Nous devons faire plus attention et nous protéger pendant les rapports sexuels. Cette action s'étendra dans le Grand Libreville, mais aussi à l'intérieur du pays, afin de conscientiser la jeunesse gabonaise et qu'elle décide volontairement d'adopter des comportements responsables, car étant l'avenir de demain. C'est tout pour ce journal. Au plaisir de vous retrouver demain à la même heure.